Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire célèbre demain 15 novembre la journée nationale de la paix. À la veille de cette journée importante, le Premier ministre Patrick Kachi communie avec les populations à Yamoussoukro. La prière est au centre de ses actions. Le chef du gouvernement a prié avec les fidèles chrétiens et musulmans pour la paix en Côte d'Ivoire. L'UNESCO honore la Côte d'Ivoire. L'organisation onusienne qui comptabilise 75 ans d'existence vient d'intégrer la ministre Maria Toukone dans 2 instances, le comité de pilotage de la Commission internationale sur le futur de l'éducation et la commission de haut niveau sur le développement du numérique. Dans le domaine des médias, la Côte d'Ivoire et le Bénin renforcent leur coopération. La ministre béninoise du numérique et de la digitalisation en mission à Abidjan a visité la RTI, la radio-télévision ivoirienne. La Côte d'Ivoire et le Bénin vont partager leurs expériences en vue du développement des télévisions et radios publiques. Les Libyens se préparent à élire leur président le 24 décembre prochain. Parmi les candidats figure le fils de l'ancien président libyen Mouammar Kadhafi. Saïf al-Islam a officiellement déposé sa candidature aujourd'hui. Le deuxième fils du guide libyen faisait déjà part de ses ambitions politiques et de sa volonté de restaurer l'unité perdue de la Libye. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire marque un arrêt demain pour célébrer la paix. C'est la 25e journée nationale. Tous les 15 novembre, la tradition est observée. À la veille de cette journée très importante dédiée à la paix, le Premier ministre Patrick Kachi communie avec les populations à Yamoussoukro. La prière est au centre de toutes ces actions. Le chef du gouvernement a prié avec les fidèles chrétiens et avec les musulmans pour la paix dans notre pays. Sidonie Davila depuis Yamoussoukro. Dans le recueillement, la méditation à la veille du 15 novembre, journée de la paix. Les fidèles chrétiens implorent la miséricorde de Dieu pour que règne la paix en Côte d'Ivoire. À la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Kachi, représentant le président de la République Alassane Ouattara et sa délégation, participent à cette célébration. L'homélie de Monseigneur Alexis Touabli, l'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, est une exhortation à l'union et à la culture de la paix. La vocation de la Côte d'Ivoire est d'être un pays de paix. Car la paix fait partie de notre culture. La violence n'est pas en nous. Et nous devons tous prendre le chemin de la paix. Mais une paix qui repose sur la justice. En effet, la paix repose sur la justice. Ce qui revient à dire que sans justice, il n'y a pas de paix véritable. Un message en accord avec celui du pape relayé par le nonce apostolique. Si la paix sociale est, certes, un don que nous devons sans cesse demander au Seigneur, celle-ci ne peut cependant devenir si les hommes et les femmes de bonne volonté, et en particulier tous les responsables civils et politiques, ne la favorisent et ne la promeuvent en mettant le bien commun au-dessus de tout intérêt particulier. Après le lâcher des colombes à la basilique pour célébrer la paix, le Premier ministre s'est aussi rendu à la grande mosquée pour prier pour la paix. Depuis jeudi soir au vendredi jusqu'à ce jour, nous sommes en prière. On a lu l'intégralité du Saint-Coran, Yassine, Del Khairat. Rien que pour la paix, pour notre beau pays. Et prions aussi pour nos dirigeants, à ce que Dieu a confié la Côte d'Ivoire. On a prié pour que Allah le guide, Allah les éclaircit, pour savoir supporter la charge qu'on les a donnée. Dans la cité de la paix, Yamoussoukro, à l'église comme à la mosquée, les prières s'intensifient pour une Côte d'Ivoire
unis, une cohésion nationale. Et on ne se lasse pas de prier pour la paix. À Toukouzou, aux Alem, la communauté Papa Nouveau célèbre la paix. Les fidèles ont convergé vers ce sanctuaire pour intercéder en faveur de la paix dans notre pays. Au nom du ministre de l'Intérieur, la Direction générale des cultes est allée soutenir l'initiative. Franck Guadio. Ambiance particulière à Toukouzou, aux Alem. En contraste avec le silence du lieu de culte, grêlot et acclamations saccadées. C'est l'acte final de la prière consacrant le 20e anniversaire de l'œuvre ecclésiale du prophète Papa Nouveau, une semaine de pèlerinage. Cette grande prière a été précédée d'une semaine de pèlerinage. Et en tant que président du comité d'organisation, je suis comblé. Papa Nouveau est prophète, il est venu pour tout le monde entier, non seulement pour son église, mais pour tous les hommes qui vivent sur la terre. Donc il invite à ce pèlerinage. Tout le monde a s'unir. Ozalam a été créé pour tous les hommes. Ici, lorsque nous nous retrouvons ici, nous formons un. Le prophète Papa Nouveau n'est plus, mais son message de paix reste universel, le sens du soutien de la communauté religieuse nationale, un élan renforcé par le contexte de la célébration de la paix en Côte d'Ivoire. Toutes les religions, nous sommes unis pour venir accompagner. Et c'est une joie pour nous, pour être là, pour témoigner qu'il y a un seul Dieu. Nous sommes heureux d'être ici, avec nos frères Papa Nouveau et toutes les autres confessions religieuses. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là que nous voulons. Une Côte d'Ivoire qui transcende toutes sortes de barrières. Au nom du ministre de l'Intérieur, la Direction générale des cultes, comme de tradition, valide la démarche. Il y a eu même des séances de prière pour le président de la République, et pour les autorités et pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous venons ici à Toukouzou, n'est-ce pas, pour assister à leur pèlerinage respectif. 5 jours de pèlerinage, hommage à Papa Nouveau à Toukouzou aux Alem, une tradition pour la communauté et qui a débuté le 4 novembre dernier. La paix se renforce par nos prières. Les filles et fils de Harikoka dans le département de Niakara, région du Hambol, ont prié aussi pour la paix et la cohésion sociale. Cérémonie religieuse qui a vu la participation du sous-préfet de la localité et du député de Korogo. Les populations de Niambo ont été invitées à plus de solidarité, de fraternité et d'amour. Konepagasoro de Madungi. Les filles et fils de Niambo ont décidé de prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Le prophète a souhaité qu'il y ait la paix. Alors nous sommes en train de suivre les traces du prophète pour qu'il y ait la paix dans notre village, la cohésion sociale. À cette cérémonie religieuse, plusieurs thématiques développées par les guides religieux qui ont exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à la solidarité et à l'union. Nous avons parlé de l'expression de notre foi par nos œuvres, par nos actes. Car celui qui a la foi dans le cœur, a la sagesse dans la parole, la générosité dans les actes, parole de Mohammed alayhi salatu wassalam. Un peu plus tôt, en fin d'après-midi, toujours à la place publique, la cérémonie officielle, elle, a vu la participation des autorités administratives et du directeur général de la RTI représenté à cette rencontre islamique par l'un de ses plus proches collaborateurs. À l'endroit des populations de Niambo, je demande l'entente et souhaiter que les prochaines années, on puisse encore se retrouver ici et prier en communion, dans la paix. Le prophète Mahomet fut un grand homme de foi, épris de paix et de justice. Cette commémoration augure de notre engagement commun à marcher dans les sillons tracés par le prophète Mahomet. Rencontre islamique qui a également bénéficié du soutien de l'honorable Lassina Ouattara, député de Korogo, conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara. Il n'a pas manqué d'exhorter les populations à multiplier prières et adorations pour la paix en Côte d'Ivoire et prier pour le chef de l'État. Tout Niambo est à la lumière. Grâce à qui? Grâce au président de la République Alassane Ouattara. C'est un bâtisseur. Il veut développer la Côte d'Ivoire. Et nous prions Dieu de lui donner une longue vie. Je demande aux imams, à nos mamans, de prier pour le président Alassane Ouattara. S'il n'y a pas de paix, rien ne peut être développé. Donc, prions pour la paix. À l'issue de la cérémonie, les personnes du troisième âge qui fréquentent régulièrement la mosquée ont été félicitées, encouragées et récompensées
par le pari. La paix est trésor inestimable et d'actualité dans notre pays. La cohésion nationale se solidifie avec le retour de nombreux réfugiés et exilés. Parmi eux, ces derniers mois, Serge Kofi, ancien secrétaire général de la FESI, et Awas Talon, ex-leader de la Galaxie patriotique. De retour au pays après plus de 10 ans d'exil, ils s'engagent, vous allez le voir, à apporter leur pierre au processus de réconciliation. Lorgoretti, Alexis Ouedraogo. Serge Kofi, dit Soukrou Trama, ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, de retour en Côte d'Ivoire depuis le dimanche 5 septembre 2021. Il a passé plus de 10 ans en exil. En 2011, il quittait le pays pour le Canada. Le retour en Côte d'Ivoire a été favorisé par la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de voir tous les Ivoiriens, tous ces enfants, notamment que nous sommes, de rentrer au pays. Nous venons pour répondre à l'appel du président de la République qui demande à tous ces enfants de regagner la Côte d'Ivoire. Comme lui, Awas Talon, lui aussi en exil durant 10 ans aux États-Unis. Nous sommes partis suite à la crise post-électorale. L'essentiel aujourd'hui est que nous sommes de retour pour participer au processus de paix, nous rendre disponibles pour la paix. Je pense que c'est ça qui doit être essentiel. Aujourd'hui, tous deux affichent leur détermination à participer au processus de réconciliation nationale et de reconstruction du pays. Nous venons pour prendre notre part effective à ce processus qui a été lancé. La porte de la réconciliation s'ouvre par des confessions. Pour la paix, ils demandent pardon. Et je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie durant toutes les crises, qu'elles soient pré- ou post-électorales. Mes excuses à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens qui ont été offensés par une parole tenue, à tous les Ivoiriens qui ont été offensés par une action posée. Pour eux, la journée nationale de la paix est l'occasion de s'approprier les valeurs de paix et de cohésion sociale. La journée de la paix est notre journée. C'est la journée qui nous invite à aller reconquérir notre seconde religion qu'à un moment donné nous avons perdu. Et nous devons nous souvenir à travers cette journée de ce qu'à un certain moment donné, nous avons mal regardé notre voisin et que cela a entraîné des conséquences désastreuses et corriger tout ça. C'est une journée d'union, d'unité et de message de paix. Nous ne pouvons qu'appeler à la réconciliation nationale et inviter tous nos amis qui hésitent encore à l'idée de revenir, de prendre courage, de mettre fin, comme on a dit, aux inquisitions et de ne penser qu'à la Côte d'Ivoire. Le retour des exilés et des réfugiés est rendu possible avec les efforts du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, HCR, en accord avec le gouvernement et les gouvernants des pays d'asile. La Côte d'Ivoire marque un point d'honneur. Quand il y a une crise et des mouvements de population forcés, pour trouver des solutions, il faut vraiment des efforts, il faut une volonté politique et vraiment des efforts au niveau, même le plus élevé de l'État. Et je voudrais encore réitérer la reconnaissance et la gratitude du haut-commissaire pour les réfugiés pour ces avancées notables. Les conditions qui y ont été mises comportent la sécurité, la gouvernance, donc le cadre sociopolitique, et lorsqu'il n'y a pas des tensions et des conflits intercommunautaires. Au nom de la réconciliation, le gouvernement ivoirien a justement multiplié les gestes d'apaisement politique dans le pays. Des centaines de libérations de partisans, notamment de l'ancien président Laurent Gbagbo. Voilà la paix qui se renforce pour le rayonnement de notre pays et justement les nouvelles en provenance de la France sont bonnes pour la Côte d'Ivoire. L'UNESCO qui organise sa 41e conférence générale marquée entre autres par la célébration de ses 75 ans vient d'intégrer la ministre Mariatou Koné dans 2 instances. Le comité de pilotage de la Commission internationale sur le futur de l'éducation et la commission de haut niveau sur le développement du numérique. Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial à Paris. La célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO tenue à Paris en France, au siège de l'organisation, est terminée. La Côte d'Ivoire repart avec beaucoup d'espoir et d'honneur. Le pays voit sa ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation intégrer 2 instances de haut niveau.
à savoir le comité de pilotage de la Commission internationale sur le futur de l'éducation en tant que représentante des nations africaines francophones et l'entrée pour une durée de 4 ans à la commission de haut niveau sur le développement du numérique, ici au poste de représentante de l'éducation mondiale. C'est la toute première fois que le secteur de l'éducation est représenté dans la dernière commission citée. En plus des objectifs des États généraux de l'éducation nationale, très attendus, c'est un nouveau challenge, affirme la ministre ivoirienne. Et nous sommes conscients des défis. Je pense que c'est la volonté politique du président Ouattara qui a mis en lumière certaines personnes, cette volonté politique donc qui fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de rayonner à travers ces différents comités. Nous voulons dire merci à l'UNESCO, merci à tous les États membres et merci au président de la République qui a porté son choix sur notre personne pour diriger l'éducation en Côte d'Ivoire. Le choix du professeur Mariatou Koné, sociologue, anthropologue et diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales de France, a été aisément justifié par la directrice générale adjointe de l'UNESCO, Stefania Giannini, et par le directeur pour les politiques et les systèmes d'apprentissage, Boren Chakroun. L'initiative que Madame la ministre porte sur la réforme de l'éducation, donc les assises, est un élément important puisque c'est le choix de définir et de redéfinir le rôle de l'éducation après le Covid. Et donc on cherchait à avoir un ou une ministre qui porte cette nouvelle vision et qui porte aussi un leadership autour de ces questions-là. La conscience que l'éducation doit être au cœur du modèle de développement nouveau, que la Côte d'Ivoire est un pays qui a l'ambition légitime de progréder dans l'échelle du développement, et y compris les profils, la passion, la compétence de la ministre, et naturellement aussi la volonté politique du président de la République de soutenir, et du Premier ministre que j'avais rencontré en juillet passé, de soutenir ce processus. La commission de haut niveau pour le développement numérique a été créée conjointement par l'Union internationale des télécommunications et l'UNESCO. Cette commission est présidée par le chef d'État rwandais, Paul Kagame. La commission a pour vocation d'élaborer des stratégies favorisant la mise en place de systèmes de transmission de haut débit pour l'amélioration des services sociaux, éducatifs, sanitaires, sécuritaires et bien d'autres. Et autre bonne nouvelle, l'Université américaine de l'État d'Alabama lance sa procédure d'installation d'un campus satellite en Côte d'Ivoire. C'est le premier en Afrique. Cette installation est le fruit du partenariat avec l'Université internationale Clairefontaine de Côte d'Ivoire. Un accord cadre de coopération a été signé entre les deux universités en début de semaine en Alabama. Et ce qui vient consolider la coopération est sur le plan de l'éducation. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre Paulin Danho a salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Dans le domaine des médias, la Côte d'Ivoire et le Bénin renforcent aussi leur coopération. La ministre béninoise du numérique et de la digitalisation en mission à Abidjan a visité la RTI, la radio et télévision ivoirienne. La Côte d'Ivoire et le Bénin vont partager leurs expériences en vue du développement des télévisions et radios publiques. Jean Magagui. Une délégation de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin dans les locaux du groupe RTI. C'est dans une ambiance bon enfant que ces invités découvrent le quotidien des journalistes, producteurs et techniciens des chaînes de télévision et de radio de ce groupe audiovisuel. Conduite par Aurélie Adam-Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, ces patrons de médias s'imprègnent des réalités des productions de la RTI. Bureaux, régie, équipements, studios d'enregistrement, tous sont passés en revue au vu des 30 milliards de francs CFA investis dans la migration totale vers la télévision numérique terrestre et des projets de la RTI en cours. Ce n'est point un secret de polichinelle. La délégation béninoise compte s'inspirer du modèle ivoirien. C'est une visite très fructueuse puisque les échanges que nous avons eus avec nos collègues de la RTI ont été très bénéfiques pour nous. La chaîne de radio Côte d'Ivoire et de Fréquence 2 fête leurs 60 et 30 ans.
Et j'ai pu voir qu'on peut avoir 60 ans et 30 ans et rester jeune, dynamique, innovant. On a pu voir des projets qui s'inscrivent dans l'ère numérique, l'ère digitale. Donc franchement, c'est une grande découverte qui nous édifie, qui nous conforte dans notre dynamique aussi de changement au Bénin. Pour la direction générale de la RTI, cette visite reste un partage d'expérience. Avec la délégation de Madame la Ministre, nous avons appris des choses que la RTI pourrait implémenter ici. Donc vraiment, nous la remercions beaucoup et surtout, elle a souhaité que ces échanges se poursuivent au niveau des directions générales. Un éventuel partenariat entre l'ORTB et la RTI pourrait aboutir sur des échanges de programmes, des coproductions et des renforcements de capacités des équipes techniques. Et sur le front sanitaire, la Côte d'Ivoire reste engagée contre la pandémie de Covid-19. Mobilisé, notre pays vaincra assurément ce virus, mais on reste pour l'heure vigilant face à la progression de la pandémie. Les chiffres nous interpellent. Ce dimanche 14 novembre, on dénombre dans notre pays 8 cas positifs sur 2418 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 22 nouvelles guérisons et 0 décès, 587 cas actifs, plus de 3 millions de personnes vaccinées. Faisons-nous tous vacciner et préservons notre santé et celle des autres. N'oublions surtout pas de continuer à respecter les gestes barrières. Au plan agricole, le prix du cacao et du café payé aux planteurs pour la campagne 2021-2022 en Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial, a été rendu public. C'était le vendredi 1er octobre dernier. Le kilogramme de cacao est fixé à 825 francs CFA et celui du café à 700 francs. Mais qu'en est-il exactement de la commercialisation de ces produits de rente dans le département de Méagui, nouvelle boucle du cacao? Élément de réponse avec Jean Magagui. Quartier Camp Éléphant dans la commune de Méagui. Ici, l'heure est au séchage des fèves de cacao. Les producteurs s'activent encore pour la campagne de commercialisation 2021-2022. Un mois après le début de la traite, les paysans de la localité s'expriment. À Nipi 2, les fèves de cacao et de café à commercialiser sont entreposées dans une dizaine de magasins. Aruna, à l'instar d'autres responsables de coopératives, affiche sa satisfaction. On remercie le gouvernement, le conseil café-cacao qui a fixé le prix à 825. Actuellement, en tout cas, ça va bien. Les planteurs sont contents, nous aussi on travaille, il n'y a pas de problème. Au vu de la pandémie mondiale, la Covid-19, qui a fait que la consommation a baissé, mais le président a tenu à faire un effort considérable. On tient à lui dire merci. Considérée comme l'épine dorsale de la cacaoculture en Côte d'Ivoire, cette localité produit plus de 400 000 tonnes de cacao par an. La campagne 2020-2021 a pris fin avec un niveau de qualité du cacao égal à 96,80%. Un bilan satisfaisant selon le Conseil Café Cacao. Des réformes sont en cours pour un dispositif opérationnel de contrôle pour le respect du prix garanti aux producteurs. Vous le savez certainement, le 11 novembre dernier s'est tenue ici à Abidjan la 4e édition de la caravane de l'entrepreneur. Mais en quoi consiste au juste cette caravane et quelles en sont les retombées? Autant de questions qui ont été évoquées au magazine du dimanche. Au JT de 13h présenté par Herman Guivet, il a reçu l'un des promoteurs de ce projet, Gilles Alexandre Ndia, suivant un extrait de leurs échanges. La caravane de l'entrepreneur est une initiative en fait de la fondation Keidan. À travers cette caravane, nous faisons la promotion de la culture entrepreneuriale dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, les grandes écoles de Côte d'Ivoire. Nous voulons plus d'entrepreneurs engagés. Notre mission est la ventilation en fait de l'esprit entrepreneurial très tôt dans les lycées, dans les grandes écoles. La caravane, c'est tous les 3 mois. Nous allons d'école en école. Et nous avons différents thèmes. Pour cette 4e caravane, nous sommes sur l'INSAC, en fait, donc les artistes. Les étudiants, parce que c'est important de commencer tôt. On a souvent l'impression que pour devenir entrepreneur, il faut tout de suite se jeter à l'eau. Non, il faut se préparer. Et cette préparation, elle se prépare dès l'université, dès l'école. Et c'est pour ça que nous sommes sur la culture de l'entrepreneuriat. Il faut que ces jeunes aient des vrais modèles dans leur industrie pour qu'ils puissent s'accrocher à quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils peuvent consulter tous les jours. Le choix des artistes, en fait, est un choix particulier parce que les artistes ne se prennent pas pour des entrepreneurs. Et c'est dommage. Alors que nous les considérons comme des entrepreneurs.
toute personne qui crée est un entrepreneur. Les objectifs ont été atteints. Nous sommes dans le mindset. Donc, une fois que ces personnes sont prêtes à monter leur projet, ça veut dire que l'objectif est atteint. Vous savez, dans une salle, en fait, comme celle de la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, sur 400 personnes, si 2 personnes ont réussi à monter un projet, pour nous, c'est largement suffisant. Parce que ça va faire effet de boule de neige plus tard. Dans l'actualité politique ivoirienne, l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix, a 20 ans. Le parti, fondé en 2001, prépare ce 20e anniversaire. Journée du militant, c'est le thème de ces festivités qui seront marquées par plusieurs activités, entre autres conférences sur la vie du parti, le bilan et les perspectives. Konaté Moussa. L'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a 20 ans. 2 décennies sur la scène politique ivoirienne. Les responsables du parti, fondé en 2001 par feu le général Robert Guéhi, veulent marquer l'événement. Les 20 années d'existence de l'UDPCI seront célébrées le samedi 27 novembre prochain. Une commémoration dénommée la Journée du militant. Il s'agira d'un grand moment de mobilisation festive, de rassemblement des militants et militantes de l'UDPCI dans l'engagement et la ferveur militante. Comme à l'occasion de tout anniversaire, il s'agira notamment de faire le bilan du parcours et tracer les perspectives à venir. J'exprime toute ma gratitude à tous nos militants et sympathisants pour leur forte mobilisation déjà perceptible dans les quartiers et les hameaux. À l'occasion de cette grande fête, nos militants démontrent ainsi leur indéfectible soutien et fidélité à l'UDPCI et à son président, Dr Touakes Mabri. Les militants des différentes bases du parti et les responsables issus de toute l'étendue du territoire sont donc attendus à l'Ivoire Golf Club pour ce 20e anniversaire de l'UDPCI. La jeunesse pacifique s'active aussi sur la scène politique. Ces jeunes sont issus de l'opposition. Ils s'engagent à défendre les valeurs de paix et de cohésion promues par le président de la République. Le reportage est signé Konaté Moussa. Pendant des années, ils se sont réclamés de l'aile radicale de l'opposition, se mettant volontairement en marge du processus de réconciliation. Plus de 10 ans après, ces jeunes décident de prendre en marche le train de la cohésion sociale et du développement de la Côte d'Ivoire. Un jeune qui est venu vers nous, qui dit, lui préfère mourir de galère, de faim, que d'aller travailler pour Ouattara. On est méchants avec nous-mêmes, on est méchants avec nos parents. Et ils nous ont mis au monde à ces attentes des choses de nous. Nous venons demander pardon à la nation. Parce que c'est nous-mêmes qui avons créé nos malheurs. Nous avons attristé le président de la République. Nous demandons pardon. Le président de la jeunesse pacifique a demandé à Wacha Kedjebo, cadre du parti Concorde, d'être leur porte-parole auprès du président de la République. Le président Ouattara, qui lui-même a expérimenté les difficultés, les méchancetés des hommes dans ce pays, et qui à chaque fois, à chacune des occasions, a réussi à pardonner. C'est ça qui a démontré toujours sa grandeur d'homme d'État. Entendra ce que viennent de dire ses enfants, qui ont reconnu leurs erreurs. Mais Dieu merci, les écailles tombées de leurs yeux ont décidé de se pentir. Et que la nation leur accorde une chance. La jeunesse pacifique initiera une caravane de pardon à l'intérieur du pays afin d'apporter sa contribution à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. On va faire maintenant le tour du monde en 7 jours. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger. C'est dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Réponse avec Moussa Konaté et Mahama Traoré. 26 élèves de primaire et de maternelle sont morts calcinés dans un incendie tragique à Maradi, dans le sud du Niger. Leur école faite de classe en paillotte est partie en fumée. Le dernier bilan provisoire fait également état de 14 blessés graves. 3 jours de deuil ont été décrétés par les autorités de Maradi. Les petits écoliers ont été enterrés dans une fosse commune le mardi matin. Ce même mardi, le général Gilbert Diendéré, accusé vedette du procès Sankara, est à la barre du tribunal militaire de Ouagadougou.
Il a plaidé non coupable de chef d'attentat à la sûreté de l'État, recel de cadavres et subornation de témoins. Cette audition vise à faire la lumière sur le niveau de responsabilité de Gilbert Diendéré, qui fut le chef d'état-major particulier de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. L'avion transportant les trésors royaux a atterri vers 15 h à l'aéroport de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ce sont au total 26 œuvres d'art restituées par la France qui retrouvent le pays natal. Une cérémonie de réception s'est déroulée dans l'enceinte du palais présidentiel de la Marina. L'acte final pour la restitution de ces œuvres avait été signé la veille en France en présence des présidents Macron et Talon. Frédéric Declercq, ancien président d'Afrique du Sud, est décédé à 85 ans. Le dernier président blanc d'Afrique du Sud qui avait libéré Nelson Mandela et partagé avec lui le prix Nobel de la paix. Il avait été président de septembre 89 à mai 94 et avait joué un rôle central dans la transition d'un régime d'apartheid où la minorité blanche avait le pouvoir. La situation de l'épidémie de Covid-19 continue de se dégrader dans l'Union européenne. L'Agence européenne chargée des maladies a indiqué que la situation est considérée comme très inquiétante dans 10 pays et inquiétante dans 10 autres. Face à la flambée des cas, le retour des restrictions en Europe devient imminent. Certains pays, dont l'Autriche, la Hollande et l'Islande, ont déjà pris des mesures. Les 200 pays de la COP26 ont adopté un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique de la planète, sans promettre de le contenir à 1,5 degré Celsius, ni de répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. Baptisé Pacte de Glasgow pour le climat, le texte a été adopté à l'issue de 2 semaines de négociations éprouvantes d'un coup de marteau du président de la Conférence mondiale pour le climat, Alok Sharma. L'élection présidentielle en Libye est prévue le 24 décembre prochain. Ce dimanche, le fils de l'ancien président libyen Muammar Kadhafi a officiellement déposé sa candidature. Cette candidature du deuxième fils de l'ex-dirigeant libyen n'est pas une surprise, tant Saïf al-Islam avait déjà fait part de ses intentions. Voilà, ainsi va le monde. Fin de ce 20h, réalisé par RBK, supervisé par Hervé Blé. Merci à toute la régie, surtout à vous, de nous avoir suivis. Continuons de consolider ensemble la paix, ce trésor inestimable. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. Prenez soin de vous.